On bascule dans la partie 3 de ce live, la Russie. Une opération de guerre. Vous avez d'un côté une opération de guerre audacieuse, menée loin de ses frontières par Volodymyr Zelensky, avec l'assentiment de ses alliés et notamment des Européens, alors qu'il est lui-même à Bruxelles, et de l'autre, des États-Unis qui commencent une très difficile négociation avec l'Iran dans le secret le plus total, dans un hôtel suisse qui appartient au Qatar, au milieu des Alpes. Pour moi, ces deux images, elles disent tout. Elles disent qu'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, il est l'homme fort. Il peut attaquer la Russie, il a le soutien de ses alliés et il le fait, j'allais dire, en plein jour politique et diplomatique à Bruxelles. Alors que Donald Trump, lorsqu'il s'agit de négocier la sortie de crise avec l'Iran, eh bien, il le fait dans des conditions qui sont, oui, comme disait Alban, un peu celles de James Bond, et encore, James Bond, c'était beaucoup plus glamour. Donc, je crois que c'est ça la réalité. Après, la grande question, c'est bien évidemment les États-Unis. On a eu un Donald Trump en fin de G7 qui a semblé mettre son poids dans la balance en faveur de l'Ukraine, avoir oublié l'idée de négocier un accord favorable à Vladimir Poutine, mais je tiens à le dire, il y avait hier à Évian 2 conférences de presse finales, une d'Emmanuel Macron, l'autre de Donald Trump. Quand on a entendu Emmanuel Macron se féliciter du soutien de l'ensemble des alliés, États-Unis compris, à l'Ukraine. Quand Donald Trump a pris la parole, il a répété qu'il avait eu Vladimir Poutine au téléphone le jour de son anniversaire et que les deux, Poutine et Zelensky, voulaient négocier mais ne savaient pas comment faire. Il ne s'est pas du tout exprimé sur le soutien militaire durable à l'Ukraine. Il faut quand même avoir en tête qu'avec Donald Trump, tout est possible à tout moment. Ah, ou alors, Macron, comme toujours, fait des vertes et des pas mûres, on fait trop pour faire croire qu'il a obtenu quelque chose, et 2 semaines après, on se rend compte que voilà, il n'avait rien obtenu. Ça reste à voir. C'est ce que moi je retiens ici. C'est que, comme ils viennent de le dire, Volodymyr Zelensky répète tout le temps la même séquence. Si vous commencez à observer, si vous suivez la chaîne, à chaque fois qu'il va à une réunion de l'Union européenne, il fait une grosse attaque sur Moscou ou sur la Russie. À chaque fois qu'il sort du pays, il fait une grosse attaque sur la Russie. Deuxièmement, à chaque fois que Vladimir Poutine organise un grand événement, il fait une attaque sur la Russie. Et autre chose à retenir aussi, ici, on vient bien de nous dire que Volodymyr Zelensky attaque la Russie avec l'assentiment de ses alliés, les Européens. Les mêmes Européens qui voudraient avoir une place à la table des négociations. Les mêmes alliés européens qui ont fait capoter tous les efforts de négociation des Américains. Les mêmes Européens que Donald Trump, dès qu'il est arrivé, il a dit qu'il n'avait pas besoin d'eux pour la gestion de la réouverture du détroit d'Ormuz. Voilà pourquoi les Européens ne sont pas invités à la table des négociations entre les Américains et les Iraniens. Ni les Iraniens, ni les Américains ne veulent d'eux. Ce n'est pas que c'est fait dans un coin de table, c'est qu'on n'a pas besoin d'eux. Ils n'ont pas soutenu les Américains, ils n'ont pas dénoncé les Américains. Donc, ils n'ont pas non plus soutenu l'Iran. Donc, ils n'ont rien à faire dans cette histoire. Je ne comprends même pas pourquoi on vient parler, oui, ça se négocie entre eux. Il n'y a pas eu de communauté internationale là-bas, donc autant laissez-nous, laissez-les. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Europe a choisi son camp. Et il a bien dit, les 2 conférences de presse, Emmanuel Macron se vante d'avoir fait symbiose de tous les alliés, de tous les losers là autour de l'Ukraine. Donald Trump, lui, il n'est pas venu dire ça. Lui, il a dit, de 2 côtés, on veut la paix, mais on ne sait pas comment faire parce que les Russes, ils veulent la paix aux conditions qu'ils n'ont jamais changé. Et on sait pourquoi les conditions n'ont jamais changé. Parce que la Russie avait déjà fait des pieds et des mains pour donner à l'Ukraine la paix. Et cette paix-là, l'Ukraine l'a refusée à cause des Occidentaux. Et l'un des plus vicieux d'entre eux, c'est Emmanuel Macron. Quand l'Ukraine s'apprêtait à signer l'accord,
il a dit que l'Ukraine ne pouvait pas signer l'accord en ayant un flingue sur la tempe, ce qui correspondait à toute l'armée russe qui était autour de Kiev. Et quand l'armée russe de bonne foi s'est retirée autour de Kiev pour que, dans les temps qui viennent, l'Ukraine signe et annonce la paix, à la place, Boris Johnson et Ursula von der Leyen sont passés par là. À la place d'annoncer la paix, ils nous ont annoncé Boucha. Boucha dont l'enquête n'est jamais finie. 4 ans après la guerre, on sait qu'il y avait un truc qui s'appelait Boucha, mais on n'a jamais eu les conclusions. Bizarre, non? Et donc, je vous ai annoncé ceci, parce que si vous suivez la chaîne, vous savez bien que nous suivons ici de très près les infos, particulièrement quand il s'agit de la Russie, et que depuis un moment, on n'attendait plus parler de la Russie, parce que les télés n'ont plus d'actualité pour la Russie, parce que s'ils veulent parler de la Russie et de l'Ukraine, forcément, ils doivent parler de quoi? Ils doivent parler du fait que la Russie, enfin l'Ukraine est en train de perdre Pokrovsk et Liman. Et comme on sait déjà, non, est en train de perdre Konstantinivka et Liman. Comme on sait déjà les dégâts que ça fait de voir Pokrovsk tomber dans les mains des Russes et d'avoir toute cette opération-là, de non, mais c'est pas tombé, non, mais il y a des poches, vous vous souvenez? Même on nous a montré des militaires français qui étaient à Pokrovsk qui disaient oui, mais il y a des poches, hein, on ne sait jamais être dedans. 2 semaines après, c'était fini. Et ils ont vu ça, ils ont vu la catastrophe que c'était, comment ça avait démoralisé les gens. Et donc là, ils essayent à tout prix de cacher le fait que Pokrovsk est en train de tomber. Alors, il ne faut rien retirer au mérite des Ukrainiens. Zelensky, il fait de l'excès de zèle avec ses amis européens, non seulement pour camoufler le fait qu'il est en train de perdre le Donbass, mais aussi pour essayer de soi-disant forcer la Russie à la table des négociations. Mais ce qui est dangereux, c'est que ceux qui connaissent la Russie savent que là, on a franchi un cap et on ne sait pas comment ça va se passer. Et j'aime bien comment commence ici le présentateur de LCI parce qu'il dit quelque chose de vrai. Il dit, quand tu les connais, tu sais qu'en voyant ça, dans quelques jours ou dans quelques semaines, on va pleurer pour l'Ukraine. C'est plus ou moins ce qu'il essaye de faire comprendre déjà aux gens. Alors, c'est parti. Du jour, vous allez la découvrir. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver. Vous savez que je n'aime pas spécialement le catastrophisme, mais nous allons dans cette émission accorder toute la place nécessaire à ce qui s'est passé cette nuit et ce matin tôt à Moscou. Quand on connaît l'histoire, quand on connaît Poutine, quand on connaît les Russes, voir des flammes à Moscou, ça renvoie bien évidemment à 1812, Napoléon Ier bien sûr, Moscou en feu. Et vous vous souvenez de la réponse des Russes qui ne se sont arrêtés qu'à Paris. Ça renvoie également à l'hiver 1941. Hitler et la Wehrmacht sont à 17 km de la délimitation administrative de Moscou. Et la réponse des Russes, eh bien vous la connaissez, les Russes ne se sont arrêtés qu'à Berlin. Bon, donc il va falloir qu'on traite avec sérieux ces images absolument impressionnantes de Moscou en feu qu'on vous montrera dans un instant. Et aussi l'humiliation de Poutine qui reçoit en ce moment les Thaïlandais, les Cambodgiens à Kazan pour un sommet asiatique encore une fois avec des chefs d'État étrangers. Voilà. Donc on va parler de ça et à mon avis il va falloir qu'on parle également de la vengeance et de la revanche des Russes parce qu'ils ne vont pas laisser ça comme lettre morte. Il s'agit d'une humiliation qu'il faut prendre comme telle. Voilà. Bonjour Magali Luna. Bonjour. Moscou en feu, effectivement, c'est sans doute l'image du jour. Vous allez la découvrir avec cette nouvelle attaque. Et vous voyez comment on fait non seulement des émissions spéciales, mais en plus de ça, on le diffuse sur LCI le jour même, alors que je vous donne régulièrement ici des infos de comment ça se passe sur le front et vous ne les entendez jamais parler de ça. La dernière fois, quand Kiev s'est fait bombarder, ils ont isolé, je ne sais pas, l'interception ou quelque chose, l'incendie d'une cathédrale, et c'est tout ce qu'ils ont montré en disant que les Russes
n'ont pas attaqué des positions militaires, mais ont attaqué la cathédrale. Mais vous allez voir qu'ici, dans les images, que si jamais ils montrent toutes les images, on a exactement, quasiment, la même chose, ou les mêmes choses qui se produisent quand l'Ukraine ou le Kiev est sous attaque, parce qu'on va avoir l'interception d'un drone ukrainien qui va tomber sur un immeuble. Mais là, vous n'attendez pas Moscou dire Kiev va spécialement viser un bâtiment, même si on voit que Kiev, dans ce qui a été fait, vise des bâtiments publics. Donc, dans un sens, on ne vous montre pas des vecteurs russes qui rentrent dans des bâtiments publics, mais dans l'autre sens, on vous montre des vecteurs ukrainiens qui rentrent dans des bâtiments publics, mais je suis sûr qu'ici, ils vont isoler uniquement des vidéos où on voit la raffinerie sauter, tout ça. Et tous les drones qui sont rentrés dans des bâtiments, je suis sûr, enfin, on verra. Il ne faut pas forcément être comme ça, vu que la plupart des images ont été diffusées, je pense qu'ils auront la bonne foi de tout publier. Mais soyons attentifs à comment ils vont interpréter tout ça. Spectaculaire des Ukrainiens, 7 drones kamikazes à longue portée ont frappé donc l'une des plus grandes raffineries de Russie. C'est celle-ci qui se trouve donc, qui plus est, dans la capitale russe. Et c'est ça qui est frappant, bien évidemment, ce coup d'éclat, nouveau coup d'éclat des Ukrainiens. On va tout de suite partir retrouver notre correspondant en Russie, Charles Diveau, qui nous attend, qui est en reportage donc en Russie. Charles, et il y a quelques problèmes de liaison là où vous êtes, alors on va vous appeler par téléphone. J'espère que vous nous entendez bien, parce que tout à l'heure c'était un peu compliqué cette liaison téléphonique. Charles, expliquez-nous, parce que c'est vrai qu'on se dit à la lueur de ces images qu'on est très loin de l'opération spéciale qui était vantée au tout début par Vladimir Poutine. On se dit que là, la guerre est désormais définitivement sur le sol russe. Et voilà, on a perdu Charles, oui. A entendu notre question, mais il ne peut pas répondre, donc on espère l'avoir un peu plus tard. Bon, avant de rentrer là, je viens de parcourir ici en bas. Vous voyez? Il nous montre Moscou en flammes, mais il ne nous montre pas les images comme on les a vues sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils veulent juste nous faire croire que ce sont des bâtiments civils, enfin ce sont des bâtiments militaires, comme Moscou, lui, se vante toujours de dire que voilà, eux, ils visent d'abord en priorité des bâtiments militaires, et après, s'il y a des interceptions et des choses comme ça, c'est pas eux. Mais là, vous avez bien noté, je vous ai dit qu'on va avoir la bonne foi de leur laisser le bénéfice du doute pour voir s'ils vont nous donner des renseignements par rapport à qu'est-ce qui a été visé. On nous dit 7 drones, mais 7 drones ont visé quoi? Mais là, on ne nous montre pas. Mais heureusement, le travail a été fait. On a des images justement de cette... Voilà, là vous avez l'interception d'un drone, justement, regardez. Là, vous avez en plein devant vous ce qui doit probablement se passer souvent en Ukraine. Quand on vous décrit que soi-disant c'est la Russie qui aurait visé un bâtiment civil, c'est probablement ce que vous avez vu là. On a abattu un drone russe, ou alors on a abattu, on a détourné un missile russe, et les débris sont tombés, sans compter quand Kiev rate des cibles, parce que la Russie au moins tire des missiles balistiques et des missiles hypersoniques. Donc, la probabilité que tu les rates est encore plus importante. Mais on ne vous montre pas ces images-là comme ça. On vous dit juste que les dégâts qui ont été faits sont de la Russie. Exactement comme en Pologne, quand le missile polonais ou alors le missile polonais ou le drone polonais était allé atterrir dans une maison, et qu'ils ont dit c'était les Russes, alors que c'était le missile polonais tiré par un avion de chasse polonais. C'était exactement ça. Et là, vous avez les images de France TV qui vous montrent le soulèvement de trucs de la raffinerie à Moscou. Regardez.
L'Ukraine a lancé jeudi 18 juin sa plus importante attaque de drones depuis au moins 2 ans. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la région autour de la capitale russe et une raffinerie a été touchée. L'attaque sur cette raffinerie est une réponse pleinement justifiée aux attaques russes contre nos villes et nos communautés, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. L'attaque survient au moment où le président russe Vladimir Poutine accueille depuis mercredi soir des dirigeants asiatiques pour un sommet de 2 jours, Russie-ASEAN, à environ 700 km à l'est de la capitale. Les défenses aériennes russes ont abattu 180 drones qui s'approchaient de Moscou, a déclaré le maire de la capitale, tandis que le ministère russe de la Défense a indiqué avoir intercepté plus de 500 drones ukrainiens durant la nuit. Ces derniers mois, Kiev a intensifié ses frappes de drones contre la Russie, alors que les négociations diplomatiques pour essayer de mettre fin au conflit, qui dure depuis plus de 4 ans, restent dans l'impasse. Voilà. Et toujours, on ne montre que des images qui ne rendent pas compte de ce qui s'est réellement passé. Mais voilà des images qui montrent ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que les drones ont visé et de qu'est-ce qui s'est passé. Donc on en a quelques-uns. Là, il y en a encore un autre. Je vous montre. Donc là, on en a un qui est stoppé. Là, vous avez l'illustration même de visée de bâtiments civils. Regardez-moi ça. Regardez le drone, comment il vient. Là, cet immeuble, ce n'est pas un immeuble d'administration, puisque on sait que la ville, c'est pas une ville importante qui abrite, soi-disant, des cibles militaires. Regardez. Очень низко. Voilà, maintenant vous avez vu les choses qui se sont passées. Maintenant, vous-même, vous pouvez comprendre que quand ça va tomber pour l'Ukraine, il ne faudra pas dire que l'Ukraine est surprise par ce qui lui arrive ou que Moscou est une image ou je ne sais pas quoi. Moi, je tenais de vous montrer, moi, je voulais d'abord vous montrer ça pour qu'on soit conscient de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont essayé de faire.